Qui reçoit aujourd'hui Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté, vous le savez, c'est le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir reçus, Moustapha Diakhaté, d'avoir accepté notre invitation et déwéniti à tous les Sénégalais. Le président Macky Sall, lors de la Tabaski, a fait une déclaration au sortir de la mosquée de Dakar. C'est pour dire que par rapport aux événements du 22 octobre, que l'État va traquer, va arrêter tous ceux qui sont mal comportés et qui ont détruit les biens des Sénégalais. Moustapha Diakhaté, certains Sénégalais se posent, est-ce que cette déclaration du chef de l'État n'est pas venue un peu tard? D'abord, je vous remercie, El Hadji Alassane Samba Diop. Je voudrais saluer l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs de la TFM. Vous savez, cette affaire, ce qui a eu, les événements du lundi passé, c'est les conséquences d'un événement qui a eu lieu il y a quelques mois. C'est le double meurtre de Bara Sow et de Ababacar Diagne. Je crois que nous devons à l'État, enfin, nous devons aux populations, aux parents de ces deux victimes, la lumière sur tout ce qui s'est passé, leurs meurtriers et leurs commanditaires. Absolument. Et c'est pour faire la lumière sur cette affaire que, effectivement, un citoyen sénégalais a été arrêté. Et c'est pour protester contre son arrestation que ces talibés ont fait des actes de vandalisme cette semaine-ci. De mon point de vue, la déclaration du président de la République est venue à son heure, ce n'est pas venu trop tard. D'abord, pour prendre l'engagement de réparer les torts dont ont été victimes d'honnêtes Sénégalais, qui ont travaillé, qui ont gagné leur vie, qui ont acheté des véhicules et que des vandales sont venus saccager. Donc je crois qu'en s'engageant donc à réparer ces torts, le président de la République a fait œuvre utile. Mais de mon point de vue, il nous faut aller plus loin. À la suite donc de ces événements, moi je me suis demandé, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas utile pour la sécurité des Sénégalais de dissoudre les Thiantakou et d'interdire toute activité de ce mouvement sur l'ensemble du territoire national. Parce que quand même, ils sont allés trop loin. S'ils ne sont pas contents d'une décision administrative concernant les Tchétchoune. Vous réclamez la dissolution de tous les Thiantakou. Absolument, moi je réclame. Et de toutes les milices au Sénégal. Bien sûr, je réclame la dissolution des Thiantakou, l'interdiction des Thiantakou, de toute activité des Thiantakou sur l'ensemble du territoire national. Et toute autre milice, quelle que soit son importance. Parce que de mon point de vue, nous devons à ce pays, nous devons la protection, nous devons la sécurité à nos concitoyens. Et de mon point de vue, il y a des menaces qui pèsent sur notre pays. Et de ce point de vue, l'État doit prendre ses responsabilités. Mais c'est ça qui a fait peur aux Sénégalais. Parce qu'il y a eu quand même plus de 4 jours, 5 jours avant la réaction du chef de l'État. Le soir, il y a eu la réaction du ministre de l'Intérieur qui est venu à la télévision pratiquement pour supplier les marabouts et les Thiantakou de ne pas manifester. Non, les Sénégalais ont été très inquiets par rapport à ça. A réagi dès bien avant le jour de la Tabaski. Il a pris des mesures. Il a fait une annonce le jour de la Tabaski. L'annonce de réparer les torts dont ont été victimes les Sénégalais. La communication du ministre de l'Intérieur par rapport à cela, ça a inquiété beaucoup de Sénégalais. Vous savez, moi, Alassane, ce que je constate, le premier constat, c'est que la police a fait preuve de tact et de sérénité. Ah bon? Pour moins que ça, 12 Sénégalais ont été tués par l'ancien régime. Ah oui, moi je constate quand même de la sérénité, du calme, du sang-froid dans le traitement de cette opération. Parce que pour moins que ça, 12 Sénégalais ont été tués par l'ancien régime. Or, de mon point de vue, aucun Sénégalais ne souhaite que la police continue à tuer des Sénégalais. Cette manifestation avait été déjà annoncée. Les gens avaient fait des déclarations qu'ils allaient manifester. Les gens n'ont pas compris que la place de l'indépendance, qui est quand même une place stratégique, comment des gens puissent accéder à cette place, détruire plus de 125 véhicules, c'est après que la police est venue. Oui, non, la police n'est pas venue après. Vous savez que la police a réagi très tôt le matin. Et effectivement, certainement, on aurait pu faire preuve de beaucoup plus de diligence si, en disposant de meilleures informations sur ce mouvement et effectivement parer à toute éventualité. Mais de mon point de vue, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, la police a fait preuve de célérité, de sang-froid, de calme, en évitant que des Sénégalais encore meurent sous les balles de la police. Et à ce titre, moi, je les félicite. Maintenant, je réitère ma demande que ce mouvement qui représente effectivement un danger public doit être dissous et les préfectures, les sous-préfectures, les gouvernances doivent recevoir des ordres pour veiller à ce que ce mouvement
constitue plus, ne puisse pas plus constituer une menace sur l'ordre public. Mais beaucoup de ça sont élevés pour s'inquiéter. Est-ce qu'il y a des renseignements généraux dans ce pays? Est-ce que le travail de renseignement a été fait? Parce que quand même, cette annonce, comme je le disais tantôt, avait été faite bien avant que les gens viennent à la place de l'indépendance, commerce qu'ils ont eu à faire. Les Sénégalais sont inquiets. Non. Il n'y avait pas d'annonce d'aller à la place de l'indépendance. Il n'y avait pas d'annonce de faire de manifestations. Non, ils avaient dit certainement qu'ils allaient rendre visite à leur guide. Mais il n'y avait pas d'annonce de l'anticipation n'a pas été. Mais absolument non, il doit y avoir de l'anticipation. C'est pourquoi je considère qu'il doit y avoir même de veille permanente. Vous savez que, je le dis toujours, notre pays est un pays extrêmement fragile. Et je crois que ces messages de réaction tardive, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, nous sommes entourés quand même par une ceinture de feu. Il y a de la crise de la Casamance à l'intérieur du territoire national. Je crois que nous devons faire preuve de beaucoup de célérité, mais éviter qu'encore une fois des Sénégalais soient tués par les forces de l'ordre. Je crois que moi, c'est la leçon principale. Mais certaines voix s'élèvent pour dire que le ministre de l'Intérieur a failli à son devoir de garantir la sécurité des Sénégalais. Il réclame même sa démission. Oui, mais écoute, moi, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a eu des dégâts. Et le président de la République a pris l'engagement de réparer ces dégâts. Et il a donné l'ordre à ce que ces voyous soient traqués et débusqués et livrés à la justice. Mais il n'a pas assuré la responsabilité dans ça. Mais écoute, de ceux qui doivent garantir notre sécurité. Non. Vous savez que le président de la République, en tout cas en ce qui concerne les dégâts, ce n'est pas à lui de situer les responsabilités. Il faut les traquer, les débusquer et les prendre pour les mettre à la disposition de la justice. Je ne parle de responsabilité concernant le fait que les gens aient pu accéder à cette place stratégique. C'est tout à fait le contraire. Quand le président de la République va jusqu'à lui dire qu'il y a eu des erreurs dans la gestion de cette affaire, ça veut dire qu'il a pris la mesure, l'exacte mesure des problèmes qui ont été. Et qui doit payer ces erreurs? Bon, je ne sais pas, moi je ne crois pas qu'il faut que quelqu'un paye. L'essentiel est que ces erreurs soient évitées dans l'avenir et qu'en tout cas ceux qui ont été victimes, qu'on puisse quand même les soulager. Je crois que c'est sur ça qu'on attend le président de la République. Et c'est les engagements qu'il a pris et de mon point de vue, il faut l'en féliciter. Mais vous savez, vous êtes député, nous sommes dans un contexte sous-régional extrêmement tendu, extrêmement difficile, après ce qui se passe au Mali, avec l'AGMI et tout, les menaces qui ont été proférées, que des gens puissent accéder à la période de dépendance, détruire pendant 30 minutes les véhicules, c'est inquiétant. Mais absolument non, c'est plus qu'inquiétant. C'est pourquoi d'ailleurs moi je sais que le président a pris l'exacte mesure de toutes ces menaces et toutes les dispositions sont prises pour que cela ne se répète plus. Et c'est dans ces dispositions-là, moi je souhaite qu'on prenne la décision de dissoudre ce mouvement et d'interdire toute activité de ses membres sur l'ensemble du territoire national. Mais je sais que cela ne se répétera plus jamais. Toutes les dispositions sont prises aujourd'hui pour que de pareils cas ne se répètent plus. Quelles sont ces dispositions? Mais je ne peux pas le dire de toute façon, ça, il appartient à l'exécutif de l'annonce et moi j'ai une identité parlementaire. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je crois qu'ils le déclareront le moment venu. Mais si vous parlez de Tchandakoun de les dissoudre, ce n'est pas eux seuls qui ont des milices. Il y a les Tchandakoun, il y a les Signour Kara, il y a Moustapha Sy. Ils ont des sortes de milices qui sont là. Écoutez, moi je ne peux pas dire qu'eux, c'est des milices. Ce qui s'est passé, c'est que les gens se réclamant des Tchandakoun ont perpétré des actes de vandalisme à Dakar. Ces gens-là, dans un premier temps, qu'il faut traquer, qu'il faut arrêter, qu'il faut livrer à la justice. Maintenant, toute autre obédience qui disposerait de soi-disant milices, de mon point de vue, l'État doit y veiller. Dans ce pays, la sécurité publique doit être assurée par l'État du Sénégal. Il ne peut pas y avoir de milices privées pour qui que ce soit. Vous savez qu'à Alassane, nous avons l'obligation de bâtir dans ce pays-là une République irréprochable, une démocratie efficace. Et à ce titre, chacun doit jouer son rôle. La sécurité revient à l'État et à l'État seulement. Personne n'a le droit de disposer d'une milice, quelle que soit l'importance du nombre de ses fidèles. Je crois que sur ce, le message doit être clair. Que désormais, au Sénégal, on ne peut plus tolérer que des gens entretiennent des milices et d'ailleurs mieux au-delà. Il faut aller au-delà. Je crois que nous devons à nos jeunes de la protection contre ce que j'appelle l'obscurantisme magico-religieux qui est en train de faire des ravages dans ce pays. Je crois qu'à ce titre, en tout cas, agir pour mettre un terme aux agissements de ces Tchandakoun, c'est rendre service au peuple sénégalais, mais c'est aussi et surtout rendre service à nos guides religieux qui nous ont appris la tolérance, la paix, la convivialité dans ce pays-là. Et malheureusement, que certaines personnes sont en train de menacer. Mais vous savez très bien que ces jeunes, souvent s'ils sont au basque des marabouts ou bien s'ils sont aujourd'hui au basque de certains guides religieux, c'est parce que quelque part, ils sont dans une détresse sociale. Oui. Ils n'ont pas de travail, ils sont au chômage. Oui, ça ne marche pas. Le plus grave, été élu pour trouver du travail au Sénégal. Le plus grave
Le plus grave, c'est que c'est la faillite de l'école publique sénégalaise. Et je crois que ça fait partie des engagements du président de la République, de refonder l'école publique sénégalaise. Et à ce titre, évidemment, bientôt, certainement, les assises de l'école vont avoir lieu. Je crois que c'est une urgence. Ce qui est manifeste aujourd'hui, c'est que la jeunesse de notre pays a besoin non seulement de formation, mais aussi et surtout d'éducation. Et quand on regarde depuis une trentaine d'années, on se rend compte que l'école publique est complètement abîmée et cela ne peut avoir conséquence que de permettre à des gourous de s'engouffrer dans cette situation-là pour effectivement enrôler notre jeunesse dans des voies sans souci. Mais il faut que vous trouviez à ces jeunes-là du travail pour qu'ils puissent en sortir. Tout le monde ne peut pas aller à l'école. Il y a d'autres aussi qui doivent être formés dans d'autres domaines. Mais absolument. C'est l'un des engagements phares du président de la République dans le programme Yoonu Yokkute, qui est un programme de redressement national. Le président s'est engagé à trouver au minimum à 500 000 jeunes du travail pendant son mandat. Mais pour cela, effectivement, il y a des réformes en profondeur que le pays attend de nous. Réforme de l'école, mais aussi réforme de l'économie, notamment de l'agriculture, qui, de mon point de vue, est le seul secteur qui est capable en tout cas de résoudre pour une grande partie la question du chômage des jeunes. Et je crois qu'à ce titre, évidemment, nous voyons souvent des signes d'impatience, mais ce que je sais, c'est que les 200 engagements du président contenus dans le programme Yoonu Yokkute, qui est un programme de redressement national, le président les tiendra. Et effectivement, la question du chômage des jeunes, qui est une question de justice sociale, sera effectivement prise en charge. Mais c'est un peu paradoxal, ces 200 engagements, on ne les entend jamais en parler. On n'en parle plus. On a l'impression que si le président fait ses engagements, c'est un vrai paradoxe. De mon point de vue, le programme Yoonu Yokkute et les engagements qui sont dedans doivent être la boussole de l'action gouvernementale. Mais hélas, on en parle de moins en moins. Et d'ailleurs, c'est conscient de cette situation que j'avais organisé pour le groupe Benno Bokk Yakaar un séminaire sur le programme Yoonu Yokkute à la veille de la déclaration de politique générale, pour que les députés aient le même niveau, en tout cas, des engagements du président de la République. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, peu d'entre nous savaient de quoi il s'agissait. Donc je crois qu'il y a un effort à faire pour mobiliser le gouvernement et la majorité d'une manière générale sur la réalisation des engagements contenus dans le programme Yoonu Yokkute. Mais c'est très grave ça. Vous dirigez le Sénégal, vous n'avez même pas le même programme, la même vision, vous travaillez complètement à côté. C'est grave. On a un même programme, on a une même vision. Vous savez que dans ce pays, le Sénégal, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Et cette politique de la nation, le président de la République la définit en s'inspirant principalement du programme Yoonu Yokkute. Il y a ajouté effectivement les propositions venant des autres candidats et notamment des assises nationales. Mais la vision, elle est claire. C'est le programme de redressement national. Le programme, c'est le programme Yoonu Yokkute avec des objectifs précis pour les jeunes, pour les femmes, pour le monde rural. Des objectifs précis de réforme de l'administration, de réforme des institutions. Tout cela est bien contenu, se trouve bien et bien dans le programme. Je crois que peut-être les Sénégalais sont un peu impatients et on peut le comprendre. Mais ce que je sais, c'est que les 200 engagements seront effectivement tenus et c'est ça la volonté du président de la République. Parce qu'il sait que sa mission, c'est de redresser le Sénégal. Sa mission, c'est de réformer en profondeur ce pays pour le mettre dans l'orbite du développement. Mais pourtant, vos alliés, comme Idrissa Seck, disent qu'aujourd'hui, que le programme que vous avez mis en place, le gouvernement, ça ne va pas au rythme qui doit aller. Il a l'impression que les choses promises ne sont pas encore là, que ça traîne. Oui, écoutez, moi, ça ne m'aime pas. Il y a ajouté aussi que en 6 mois, on ne peut pas faire le bilan. Ça, il a ajouté, et je crois que c'est tout à fait vrai. Mais il y a des critiques quand même par rapport à la démarche qui a été... Mais écoutez, vous savez, non, vous savez qu'il a dit qu'effectivement, les changements significatifs ne sont pas notés. Ce qui est juste parce que nous ne sommes qu'à 6 mois. Or, nous avons un mandat de 60 mois. Donc, il a parfaitement raison que les changements significatifs ne sont pas réalisés. Mais ça va se faire. Parce que c'est ça la mission du président de la République. Il se trouve que après son élection, il fallait donc nous engager pour l'élection des députés. C'est fait. Aujourd'hui, après l'élection des députés, on a ouvert un autre chantier, les réformes institutionnelles allant dans le sens de la suppression du Sénat et de la vice-présidence de la République. Aujourd'hui, nous avons réglé la question donc électorale. Nous disposons d'une majorité à l'Assemblée nationale. La nouvelle phase, la nouvelle séquence, c'est
l'ouverture des grands chantiers de redressement national. Et cela, je crois que sous peu, les Sénégalais verront que la mise en œuvre. L'opinion sénégalaise, l'impression qu'il a est que le président semble être pris en otage par ses alliés. Aujourd'hui, qu'il veut faire des choses qu'il n'arrive pas à les faire. Parce qu'il semble être ferré dans un carcan où il ne peut pas prendre la décision qu'il doit prendre. Écoutez, je crois que l'a même dit en disant que Macky Sall ne doit pas être encombré ou ne doit pas accepter de se faire encombrer. C'est méconnaître Macky Sall que de penser qu'il peut être pris en otage par qui que ce soit. L'opposition vous le reproche. Mais non, ça, vous savez que l'opposition reprochera toujours quelque chose. Il n'est l'otage de personne. Il a son rythme. Il a ses objectifs. Le rythme là, il est là, le rythme, il est là. Donc on peut le passer, ça c'est une liberté d'opinion. Mais de mon point de vue, tout peut, et déjà ça a été annoncé dans la déclaration de politique générale, le gouvernement va mettre en œuvre les engagements auxquels le président de la République a souscrit. Pour ce qui est de la réforme de l'école, les assises de l'école seront tenues. Les réformes institutionnelles, déjà une commission est dirigée par le président Amadou Mahtar Mbow. Et entre autres... Oui, mais une commission qui est pratiquement à léthargie, qui ne marche pas. Oui, enfin, moi je n'entends pas d'informations de cette commission. Je ne sais pas si elle est en léthargie ou bien les gens sont en train de travailler. En tout cas, ce que je sais, c'est que le redressement national, les réformes auxquelles le pays attend, je sais que le président est conscient que c'est de sa responsabilité. Parce que c'est lui seul qui est le président de la République. C'est lui que les Sénégalais à qui les Sénégalais vont demander le bilan de son action. Il en est conscient et je sais qu'il prendra toutes les dispositions pour pouvoir mettre en œuvre le programme qu'il avait présenté devant les Sénégalais, programme qui contient des réformes en profondeur du Sénégal. Ça, je peux vous dire que sous peu, vous allez voir les... Mais cela n'empêche que certains Sénégalais s'inquiètent aujourd'hui de la compétence de certains mêmes ministres qui sont dans le gouvernement. Ils se posent beaucoup de questions par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Écoutez, oui, est-ce qu'ils sont à la hauteur de la mission qu'il leur a confiée? Certains d'entre eux. Vous savez que moi je sais que le président de la République connaît bien ses ministres et s'il se rend compte que certains ministres ne sont pas compétents pour assumer leurs fonctions, il n'hésitera pas un seul instant à se l'opinion est là, M. Diakhaté. L'opinion regarde les ministres faire. Et elle sait très bien où vont les choses. Vous savez que je crois que le président de la République a d'autres grilles, en plus de l'opinion évidemment. Il doit tenir compte de l'opinion, mais il a aussi d'autres grilles pour avoir des informations sur la compétence ou l'incompétence de ses ministères. Et je le connais suffisamment ferme que s'il se sait que telle personne n'arrive pas à remplir correctement les missions qu'il lui a assignées, évidemment il s'en débarrassera le moment venu. Mais les gens avaient annoncé un réaménagement ou bien un remaniement ministériel. Est-ce que pour s'attendre aujourd'hui à ce que le président aujourd'hui fasse un coup de balai ou bien un coup de fouille, un coup de pied dans la fourmilière? Je n'en sais rien, on n'en a pas parlé. Je n'ai pas parlé avec lui de changement ou de remaniement ministériel. Franchement, je ne peux pas répondre à cette question. Oui, l'autre question sur laquelle les Sénégalais vous attendent, c'est la cherté de la vie. Oui. Ils ont noté qu'aujourd'hui les prix flambent. La location au Sénégal continue à flamber. On a vu que la coalition Benno Bokk Yakaar, la polémique porte souvent sur des postes de responsabilité. C'est comme si c'est le prix Benno Bokk Yakaar, c'est Benno Bokk Séddo dëkk bi. Vous savez qu'il y a une tare chez nous, les politiques. Nous nous préoccupons beaucoup plus des avantages des prébendes que des problèmes des Sénégalais. C'est une tare, de mon point de vue, qui fait beaucoup de tort au peuple sénégalais. Et je crois que nous sommes obligés, si nous voulons porter dignement la confiance que le Sénégal place en nous, c'est-à-dire à la classe politique, quand même de nous occuper davantage des Sénégalais. C'est vrai, la vie coûte cher au Sénégal, notamment les loyers. Et de mon point de vue, je crois qu'un geste est possible de la part du gouvernement. Comment? Soit par un projet de loi, ou bien de notre part par l'Assemblée nationale, une proposition de loi pour encadrer les loyers, notamment dans les centres urbains. Vous savez que les loyers prennent plus de la moitié des revenus des populations. Je crois que cette situation-là, elle n'est plus tenable. De mon point de vue, il y a des efforts à faire immédiatement et c'est possible, en tout cas, de diminuer au moins de 25% les loyers dans les centres. Est-ce que vous, députés, vous êtes prêts justement à mettre en place cette loi pour que les Sénégalais... Absolument. D'ailleurs, un travail a été fait lors de la 11e législature par le professeur Ibader Thiam, à qui je rends hommage. De toute façon, moi, je vais me rapprocher de lui pour avoir de meilleures informations sur le niveau où il en était et peut-être même les blocages qu'il a eu à rencontrer. Parce que c'est cela aussi, de mon point de vue, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire s'inspirer des bonnes pratiques. Si le gouvernement
en tout cas, ne le fait pas, nous, en tant que députés, représentants du peuple, nous pouvons effectivement prendre des mesures allant dans le sens d'une proposition de loi pour casser les prix, notamment dans les centres urbains. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette loi que vous voulez voter à l'Assemblée nationale risque d'être confrontée à beaucoup de difficultés? Des moments que beaucoup de Sénégalais disent, et selon les faits, que ceux-là même qui doivent les défendre par rapport au loyer, c'est eux qui sont les propriétaires des marchands de sommeil. Ce sont les ministres, ce sont les députés, ce sont les grands commerçants qui ont des immeubles qui louent. Non, non, moi ce que je sais, c'est que les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar ne sont pas... Pas Benno Bokk Yakaar, de façon générale. Ceux qui louent les maisons, ce sont les gens qui sont aux affaires. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais vous savez, nous, on a une identité parlementaire. Nous sommes les représentants du peuple sénégalais. Nous devons effectivement travailler à soulager les souffrances de ce peuple. Et il va de soi que c'est un constat général que les loyers pèsent lourdement sur le budget des ménages sénégalais. Et à ce titre, je crois que si l'État fait un effort pour casser les prix des loyers, ça va améliorer considérablement le pouvoir d'achat des Sénégalais. Et je crois que c'est une mesure salutaire. Nous devons faire acte de courage pour nous départir des griffes de ces lobbies qui ont certainement beaucoup pesé pour que lors de la 11e législature, que l'Assemblée nationale n'a pas pu faire avancer en tout cas le travail sur l'encadrement des loyers. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est un engagement moi, que j'ai pris pendant la campagne électorale, d'ouvrir une réflexion large sur l'ensemble du territoire national en ce qui concerne effectivement l'encadrement des loyers. Parce que je crois que l'État n'a pas le droit de laisser les populations face aux propriétaires d'immeubles. L'État n'a pas aussi le droit de laisser les populations à elles-mêmes face aux commerçants. Je crois que l'État doit intervenir. Vous êtes dans le système libéral. Mais écoutez, vous savez... Mais non, ça, vous savez que ça c'est une hérésie. Vous savez que nous sommes dans un monde où effectivement l'État doit intervenir pour réguler. Ici, le face-à-face est mortel pour les populations. Le face-à-face entre les propriétaires d'immeubles, le face-à-face entre les populations et les commerçants, c'est un face-à-face mortel pour les consommateurs. C'est un face-à-face mortel pour les populations. De mon point de vue, l'État doit intervenir, parce que la régulation aussi, ça fait partie des règles du marché. En tout cas, si un État ne peut pas protéger ces populations contre des spéculateurs, que ce soit des spéculateurs fonciers ou bien des commerçants spéculateurs, je crois que ça... Est-ce que la solution, ce n'est pas de développer l'habitat social, de permettre aux Sénégalais d'accéder à la terre de façon moins chère, d'avoir du ciment moins cher? Absolument. Vous savez que c'est l'une des mesures phares. Quand je parle des 12 engagements du président de la République, il y a une mesure phare consistant à la promotion de l'habitat social. Et avec la caisse de consignation et de dépôt et de consignation, qui peut servir de garantie pour permettre en tout cas aux sociétés publiques de disposer suffisamment de capitaux pour construire de l'habitat social. Je crois que c'est une mesure qu'il faut mettre en œuvre très vite pour permettre en tout cas aux Sénégalais d'accéder à la propriété foncière dans des conditions acceptables. Vous savez que quand quelqu'un peut accéder à la propriété foncière et qu'on lui demande de le payer par exemple en 25 ans, mais il va payer moins cher et il va faire des économies et ça va lui permettre encore davantage de consommer. Ça peut relancer aussi l'économie nationale. Mais vous faites face à un niveau de vie au Sénégal très élevé, à une spéculation foncière extrêmement importante dans ce pays. Le problème d'accès aux terres pose problème. Terre aux Almadies coûte des yeux de la tête pour que un Sénégalais moins puisse y habiter. Ça, c'est un problème aussi. Et Dakar c'est à l'État. Vous savez, moi, je crois que le président de la République a été élu pour réparer ce pays. Il y a eu beaucoup d'injustices. Il y a eu beaucoup d'abus. De mon point de vue, il est temps d'y mettre un terme. Il n'est pas possible de laisser les gens spéculer sur le prix du mètre carré qui voisine parfois 1 million de francs CFA. Comment dans ces conditions on peut permettre aux populations d'avoir un toit? Non, de mon point de vue, il y a des efforts à faire. L'État doit prendre ses responsabilités pour réguler ce marché. Fixer, pourquoi pas par décret, le prix du mètre carré dans les différentes zones du Sénégal. Et apparemment, ça existe, mais ça n'a jamais été appliqué. De mon point de vue, à ce niveau, il y a des efforts à faire pour que désormais, on ne laisse plus, en tout cas, aux populations à la merci
de ses propriétaires d'immeubles ou bien de ses propriétaires fonciers. Mais est-ce que ce n'est pas un beau discours tout ça? Les Sénégalais, vous attendez sur beaucoup de choses. Vous l'avez dit, c'est beaucoup d'injustices. Les audits avaient été ouverts. Oui. Il y a eu beaucoup de bruit autour des audits. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le ballon s'est complètement dégonflé. Il n'y a pas de suite. Non, Alassane, sur les audits, nous n'avons pas encore nous commencé nos audits. Les audits qui ont été... Mais ceux qui sont là. Oui, les audits dont on parle. Mais les audits dont on parle, c'est des audits qui ont été menés par Abdoulaye Wade et qui ont montré des failles dans la gestion du pays. Mais ces audits ont été transmis à la justice. Mais la justice maintenant a son rythme. Et je sais que dans les jours à venir, vous allez voir que déjà des gens sont arrêtés. Mais beaucoup pas de lampistes qui ont été arrêtés. Non, c'est pas des lampistes, c'est de hauts responsables quand même, de directeurs généraux, etc. Maintenant, pour le reste, ça va venir. Mais déjà, des gens ont été arrêtés. Mais beaucoup de Sénégalais ont constaté qu'il y a des ministres qui étaient là, qui sont enrichis de façon éhontée, mais qui sont là en train de plastronner. Alassane, vous savez qu'il n'appartient pas à l'exécutif d'inculper, d'accuser, d'inculper et de mettre en prison. Ça, c'est une prérogative de la justice. Laissons la justice faire son travail. Maintenant, nous, en tant que citoyens, nous pouvons demander à la justice d'accélérer le rythme pour que tous ceux qui ont eu à voler l'argent du public, qu'on puisse les traquer et les arrêter. Pour donner un exemple, pas à eux-mêmes, mais même à nous qui gouvernons aujourd'hui ce pays-là. Le message que nous devons nous donner nous-mêmes, c'est qu'on ne peut pas se permettre de se jouer avec l'argent du peuple sénégalais. Et malheureusement, on a vécu plus d'une dizaine d'années de gabegie, de détournement de deniers publics, de népotisme et de concussion. Et c'est pour parer c'est pour lutter contre ces pratiques que le 25 mars 2012, Macky Sall a été président de la République. Il nous appartient à nous non seulement de traquer ces gens-là, de les punir sévèrement, mais aussi et surtout de nous donner un message nous-mêmes pour que beaucoup d'entre nous qui peuvent être tentés quand même par l'argent facile ne puissent pas commettre quand même ces genres de pratiques. Mais le Premier ministre a dit lors de sa déclaration de politique générale, les biens mal acquis qui ne sont plus au Sénégal, ce serait extrêmement difficile et ça va prendre beaucoup de temps pour récupérer cet argent. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est juste de la cosmétique? Non, vous savez qu'il a parfaitement raison, ça prend beaucoup de temps pour recouvrer les biens mal acquis. Mais nous, en tout cas, nous ferons preuve de bonne volonté politique pour que les Sénégalais qui ont pris l'argent des Sénégalais, que cela puisse être restitué, quel que soit le temps et ce que cela coûtera en termes de dépenses. Mais je crois que c'est cette volonté qu'il faut saluer. Maintenant, ça prendra le temps que ça prendra. Le Nigeria, ça a pris plus de 10 ans. En Amérique latine, ça a pris parfois 30 ans, mais l'essentiel, c'est qu'au bout du compte, que les Sénégalais puissent rentrer dans leur fonds. Et beaucoup estiment aujourd'hui que ceux qui sont mis en prison ne sont pas les responsables au plus haut niveau. Il y a des ministres aussi qui ont été impliqués dans des dossiers, mais qu'on n'a pas entendu. Oui, mais le dossier de l'annoncier est là, et il est resté à l'État. On ne sait pas où on est. Oui, ça dit qu'à ce niveau, moi, je considère qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. L'exécutif n'est pas habilité à arrêter ou à libérer. C'est un travail de la justice. Maintenant, en tant que citoyen... Mais l'État peut porter plainte. Mais bien sûr, mais c'est déjà fait. Il y a déjà des gens qui ont été arrêtés. Mais de mon point de vue, vous savez que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous, on a demandé tout récemment que l'exécutif, quand même, qu'il y ait diligence dans les audits. Nous l'avons demandé tout récemment. Mais c'est parce que nous pensons qu'il est inadmissible que des gens, pendant 12 ans, se sont mis à piller ce pays et aujourd'hui se promettent. Ça ne peut pas être accepté. Les Sénégalais veulent que ces gens-là soient mis en prison. Mais ils le sont. Mais certains doutent de votre volonté politique dans les jours. La volonté politique, elle est totale. Je vous ai dit tout à l'heure que le président Macky Sall le sait, que le Sénégal attend beaucoup de lui pour réparer les dégâts causés par l'angélisme. Et il prendra ses responsabilités. Ça, vous pouvez être rassuré. Tous ces gens-là qui ont détourné l'argent du public, mais ils le payeront très cher. Et vous allez voir les résultats. Vous savez que lors du vote de la loi de finances rectificative, on a été ému, on a été abasourdi de constater que Abdoulaye Wade a trouvé une mécanique de détournement de deniers publics à travers ce qu'on appelle les décrets d'avance. En une journée, il signe des décrets d'avance portant sur 28 milliards. En 6 mois, il signe des décrets d'avance pour l'acquisition de produits phytosanitaires d'un montant de 6 milliards 150 millions. Et le plus curieux, c'est qu'il y a un de ces marchés où l'adresse de l'entrepreneur est introuvable sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est un moyen pour voler de l'argent public. Vous croyez qu'on va laisser passer ça?
le gouvernement prendra ses responsabilités pour traquer et débusquer tous ces gens-là. Mais pourtant, le président, dans une interview qu'il a accordée la fois dernière, il avait dit qu'Abdoulaye Wade, ce n'est pas possible de le traduire devant la justice. Oui, le président parle dans le cadre de la Constitution, qui accorde beaucoup d'immunité. Comment vous pouvez traquer quelqu'un? Non, mais le président n'a fait que répéter la Constitution du Sénégal. C'est un autre chantier que nous devons ouvrir sur la question de l'immunité du président de la République. Absolument. C'est-à-dire que nous devons ouvrir le chantier de l'immunité du président de la République. De mon point de vue, quand il sera avéré, quand il sera manifeste qu'un président de la République a volé de manière éhontée l'argent des Sénégalais pour des intérêts personnels et politiciens, il peut être passible de passer devant la haute cour de justice pour haute trahison. Mais là, vous parlez de décret d'avance de plusieurs milliards de francs CFA. Oui. On attribue à Abdoulaye Wade. Est-ce que vous allez le poursuivre? Mais, non, nous allons voir. Vous savez que la haute cour n'est même pas encore mise en place. Je crois que moi, personnellement, je souhaite qu'Abdoulaye Wade soit poursuivi. Parce que manifestement, il y a une mécanique qu'il a trouvée pour s'enrichir et pour enrichir son parti. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je crois que... Écoutez, vous savez, souvent j'ai dit à mes amis d'ailleurs, qu'en fait, Abdoulaye Wade a trouvé un moyen quand même qui frise l'ignominie. C'est-à-dire? Il exploite la misère des populations victimes des inondations pour s'enrichir. D'abord, il a utilisé les inondations pour reporter des élections. Mais manifestement, durant toutes ces années, il a utilisé la misère des populations victimes de ces inondations pour s'enrichir. Comment peut-on nous dire, regardez les Sénégalais les yeux dans les yeux, qu'on a payé 6 milliards, 150 millions pour acheter des produits phytosanitaires pour le plan Djahaï. Mais avec 6 milliards, 150 millions, mais tout le Sénégal peut être servi en matière de produits phytosanitaires. Certainement, si on éponge l'ensemble de ces produits dans ce pays, il n'y aurait pas de mouches ou de moustiques dans ce pays. C'est un moyen pour vous êtes député, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place une commission d'enquête? Mais nous l'avons demandé, Alassane. Nous avons demandé lors de vote de la loi des finances rectificatives la mise en place d'une commission d'enquête sur ces décrets d'avance. Nous avons demandé mieux que même ces décrets d'avance soient encadrés pour qu'il n'y ait pas d'abus. Parce qu'en fait, c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi des finances. Il est inadmissible que ça soit complètement transformé par des décrets d'avance. Vous savez, nous, quand je dis nous, c'est la majorité actuelle. Nous avons le devoir et l'impérieux devoir de remettre le Sénégal à l'endroit. Pourtant, le Parti démocrate sénégalais a dit que dans le même temps, Macky Sall a signé un décret d'avance de 8 milliards de francs CFA. Mais il ne devait même pas le dire. Vous savez qu'Abdoulaye Wade avait un fonds politique de 8 milliards. C'était pour une consommation de 12 mois. En 3 mois, il a tout pris. Et de manière illégale, il a puisé 700 millions de ses fonds politiques. Mais quand Macky Sall était à l'épidémie, il n'avait pas de sous pour fonctionner. Qu'est-ce que vous voulez que le président de la L'opposition estime que c'est en toute légalité que les décrets sont mis en place. Non, c'est légal. Non, c'est légal, les décrets d'avance, c'est légal. Quand le président Macky Sall va arriver au pouvoir, vous savez ce qu'il faut se demander, comment Abdoulaye Wade, pour un crédit qui doit couvrir 12 mois, a épuisé la totalité de ses crédits. Mais c'est l'argent qui lui a attribué. Il peut en faire ce qu'il veut. Mais non, c'est pour 12 mois, c'est pas pour 3 mois. Il a tout pris, mais mieux, de manière illégale. Il prend encore 700 millions. Ça fait 8 milliards 700 millions. Ce qui veut dire que quand Macky Sall était arrivé, pour ce qui est des fonds politiques, il a trouvé un déficit. Mais cet argent, vous pouvez pas. Mais non, il a trouvé un déficit de 700 millions. Mais les fonds politiques, la loi ne vous donne pas la prérogative de contrôler cela. Mais non, moi je ne dis pas que je vais contrôler. Je ne dis pas que je vais contrôler. Ce que nous avons constaté, c'est que quand le président a été élu, il n'avait pas un sou pour faire fonctionner. Vous voulez que le président aille sur la voie publique pour faire du stop? Ah oui, mais il n'avait pas de choix que de signer un décret d'avance pour disposer de fonds pour faire fonctionner la présidence de la République. Est-ce que vous pensez qu'il faut au Sénégal aujourd'hui faire comme on a fait en France, mettre en place une cour des comptes qui contrôle les dépenses concernant les fonds politiques? Écoutez, vous savez, dans le cadre de la réflexion au niveau du groupe Benno Bokk Yakaar, cette idée a été agitée. Certainement, nous allons pousser la réflexion parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, que la mission du président de la République, c'est de construire une République irréprochable. Et avec une République irréprochable, c'est permettre aux institutions de contrôle de ce pays de pouvoir mettre le nez partout où il y a un franc du public. C'est pourquoi moi je ne suis pas hostile à ce que la Cour des comptes puisse contrôler la gestion de l'Assemblée nationale. Je crois que ce serait un message fort, parce que c'est nous qui contrôlons l'action du gouvernement. Non, je termine. C'est nous qui évaluons l'action du gouvernement. Mais nous devons aussi nous-mêmes faire preuve de transparence. C'est pourquoi moi, je souhaite que la Cour des comptes puisse effectivement quand même investiguer
dans la gestion de l'Assemblée nationale. C'est la même position pour ce qui est de la présidente de la République. Effectivement, la Cour des comptes doit pouvoir, en tout cas, savoir, en tout cas pour certaines questions, peut-être sur les fonds politiques, il y a des aspects un peu stratégiques et dont il faut assurer quand même la couverture. Je crois que, mais sur beaucoup de questions pour ce qui est du budget de fonctionnement, je crois que la Cour des comptes, effectivement, peut aller dans le sens. On doit l'autoriser à pouvoir quand même investiguer dans la gestion du pays. Si on revient un peu sur la vie politique au Sénégal, certains estiment que la coalition Benno Bokk Yakaar, ce n'est pas une coalition qui joue la même musique. Il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de silence. Le président Macky Sall, certains estiment qu'il fait des choses, mais que les Sénégalais ne sont pas au courant de ce qu'il est en train de faire. Oui. Parce que dans votre propre coalition, vous vous guettez. Oh non, je ne dirais pas là. Je crois qu'il y a un travail à faire, c'est d'abord l'identité du groupe, mais surtout d'identifier le message du groupe. Je crois que de la coalition, je veux dire. Je crois qu'il y a le message essentiel que nous devons bâtir. Bon, vous savez que c'était pas facile. Nous avons fait que 6 mois, en tout cas au niveau de l'exécutif. Je crois que des correctifs seront faits pour que quand même qu'on puisse avoir le même langage. Vous savez, tout récemment, le président quand même nous a instruit, nous, plénipotentiaires de Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, de lui faire des propositions pour l'organisation et le fonctionnement de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour permettre aux leaders de pouvoir se rencontrer le plus fréquemment possible et de pouvoir rencontrer le président quand même à des moments, à des périodes régulières, pour faire le point et aussi maintenant dégager des perspectives. Je crois que si on trouve cette formule-là qui puisse permettre de nous la concertation, l'information et l'implication de l'ensemble des membres de la coalition, je crois que les quelques couacs et les quelques flottements que nous avons constatés, on pourra effectivement... Le problème, c'est qu'il y a des concurrences entre les coalitions. La coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition Macky 2012, personne ne comprend. Non, il n'y a pas de concurrence. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, où nous travaillons ensemble, il y a pratiquement... Mais sur le plan politique, non, c'est pourquoi d'ailleurs le président nous a instruit de lui proposer une formule pour l'organisation et le fonctionnement de la coalition. Parce qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, moi quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, en constatant qu'en fait moi je suis à la tête, pas d'un groupe mais d'une fédération de groupes, j'ai mis un task force qui va évoluer vers un secrétariat permanent et on va mettre en place un bureau du groupe et on va organiser des plénières du groupe, ce qui fait que tous les membres du groupe, c'est-à-dire tous les députés seront informés, seront impliqués et participeront effectivement à la vie du groupe. Je crois que ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, si nous le faisons au niveau politique, je crois que effectivement nous aurons le même langage, nous aurons le même message et je crois que les Sénégalais verront que nous serons encore beaucoup plus efficaces. Mais sur le plan politique du parti du président de l'APR, certains estiment que l'APR maintenant, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils sont à l'apéro. Il y a une léthargie complète de ce parti. Oui, ça le président même le constate et le déplore tous les jours. Vous savez que le président de la République, enfin je veux dire, le président Macky Sall était le principal animateur de ce parti. Aujourd'hui, il ne peut pas s'occuper des problèmes du Sénégal et de la gestion quotidienne de l'APR. C'est pourquoi d'ailleurs tout récemment, il a nommé un secrétaire, un manager qui va gérer quotidiennement le parti, notamment au niveau de la permanence. Je crois qu'il avait demandé aussi qu'on mette en place une commission nationale d'implantation du parti, une commission nationale d'animation du parti, un pool de porte-parole, une cellule de communication élargie pour prendre en charge effectivement la gestion du quotidien et le suppléer. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas quand même s'occuper de la gestion quotidienne du parti. Donc je crois qu'il s'est rendu compte effectivement que lui, président de la République, le principal animateur du parti, ne peut pas donc continuer à faire comme auparavant. Le ministre de l'Intérieur, qui est par ailleurs le directeur de structure, compte tenu de ses nouvelles responsabilités aussi, ne peut pas s'occuper des tâches quotidiennes. Le coordinateur du parti, qui est ministre des Affaires étrangères, vous voyez que de hauts responsables qui devaient assurer le fonctionnement normal du parti sont aujourd'hui quand même happés par les tâches de l'État. Mais le président en est conscient et il est en train de trouver une formule qui puisse quand même l'aider à faire fonctionner correctement le parti tout en continuant à s'occuper lui des tâches essentielles, c'est-à-dire le redressement économique, social et culturel de notre pays. Mais est-ce que l'une des formules, c'est aussi demander aux autres partis qui sont autour de vous, vos coalitions, d'intégrer définitivement la paix ou pas? Parce que l'idée a été avancée que les petits partis qui sont satellés avec vous, qui ne représentent pas grand-chose... Il ne faut pas les appeler des petits partis. Vous savez que nous voulons reconstruire ce pays, redresser ce pays. Mon sentiment, c'est qu'effectivement,
de l'APR tel qu'il est aujourd'hui, nous devons aller vers la création d'un grand parti. D'un parti quand même massif, qui puisse servir au président de la République de socle politique pour pouvoir non seulement pour être réélu, mais pour gagner les batailles du présent, c'est-à-dire le redressement de ce pays. Pourquoi moi, évidemment, j'invite tous ceux qui estiment qu'ils ont des convergences très fortes avec notre parti à venir pour qu'ensemble nous mettions sur pied, nous mettions en place un grand parti. Un grand parti démocratique, un grand parti ouvert, un grand parti de rassemblement pour faire face quand même aux difficultés auxquelles le pays est confronté. Mais beaucoup estiment aujourd'hui qu'il ne peut pas aller à la paire parce qu'il y a des batailles de positionnement au niveau de votre parti. Certains ne sont pas nommés, ils attendent à être nommés, d'autres croisent les bras parce qu'ils ne sont pas nommés, ils n'ont pas de poste. Oui, c'est quoi comme si la paire était venue pour se partager des postes. En tout cas, si les gens croisent les bras parce qu'ils n'ont pas nommé, c'est que là, il ne faudrait pas preuve de cécité politique. Vous savez que le président de la République, Macky Sall, n'est pas élu pour résoudre les problèmes des responsables et militants de la paix. Il est élu sur 2 ans d'engagement de redressement du Sénégal. Nous, notre rôle de parti, c'est que c'est nous qui avons présenté le président Macky Sall aux Sénégalais. Les Sénégalais l'ont élu. Nous, notre niveau de satisfaction, c'est le redressement du pays. Le jour où, à la fin de son mandat, le président de la République regardera les Sénégalais et il leur dira que les 2 ans d'engagement que j'avais pris, je les ai réalisés, je crois que cela doit nous suffire comme satisfaction. Mais nous ne devons pas dire que, écoutez, si nous n'avons pas de poste, rien n'est fait, rien n'est bon. Je crois que ce n'est pas faire preuve de responsabilité. Et je crois que c'est peu de cas au niveau de la paix. Parce que quand même les gens comprennent que la mission qui est la nôtre, c'est d'accompagner le président de la République pour que les espoirs que les Sénégalais ont placés en lui, que ces espoirs-là ne soient pas dissous. Mais l'une des questions importantes qui préoccupe les Sénégalais, c'est le dossier Casamance. Oui. Aujourd'hui, 6 mois après, on n'entend rien bouger par rapport à ce dossier. Pourquoi? Ah si, ça bouge. Vous avez entendu récemment qu'il y a des négociations en Italie entre le gouvernement. Rejeté par l'aile militaire. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Vous savez que le problème aussi de la Casamance, c'est que il y a beaucoup d'acteurs dans le conflit Casamance. Mais je crois que nous prendrons les mesures idoines pour que la paix revienne définitivement. Mais quelles sont ces mesures? Vous savez, moi, la première des mesures, quand même, c'est de sécuriser la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Je crois très franchement que notre voisin là ne joue pas franchement le jeu de la paix en Casamance. Je crois que quand même il faut sécuriser quand même cette frontière là. Et que le Sénégal se donne le droit de poursuite au cas où des rebelles attaqueraient le Sénégal et allaient se réfugier en Gambie. Je crois que nous devons quand même nous donner le droit de les poursuivre, de les traquer en territoire gambien pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Mais justement, la question est tellement importante de sécurité que certains estiment qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas au Sénégal revenir à un ministère de la sécurité publique, détacher le ministère de l'Intérieur pour gérer la question de la sécurité, compte tenu du contexte sous-régional. Écoutez, vous savez, Alassane, moi je place ça dans une démarche globale. Je crois qu'il y a un impératif de réforme de l'administration sénégalaise. Il faut réformer l'administration, il faut réformer la fonction publique pour les placer dans des conditions de rendement, de rentabilité et de compétitivité. Parce que c'est avec une administration performante, une fonction publique performante que effectivement le Sénégal pourra décoller vers le développement. Aujourd'hui, moi je suis persuadé que si on réforme l'administration et on permet aux préfectures, aux préfets notamment, d'être les véritables exécutifs dans les départements, le Sénégal même peut avoir cette ministre plein. Donc je crois qu'il y a la réforme, c'est au niveau donc de l'administration, au niveau de la fonction publique. Le deuxième palier, c'est la réforme des institutions. Parce que vous savez que, qu'on le veuille ou non, depuis 1962, il n'y a qu'un pouvoir au Sénégal, c'est le pouvoir exécutif, avec un hyper-présidentialisme. Je crois qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs, donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, donner plus de l'indépendance à la justice. Et effectivement, le président de la République, le chef de l'exécutif, restera toujours la clé de voûte des institutions parce que c'est lui seul qui est élu au suffrage universel. Je crois que c'est des efforts qui sont faits. Et d'ailleurs, c'est les engagements, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont contenus dans le programme Yonu. Maintenant, après donc ces réformes administratives et institutionnelles, la grande réforme, c'est l'agriculture sénégalaise. Le président a dit que c'est le focus de son programme économique et social. Je crois que c'est sur ce, avec des réformes pour permettre aux paysans d'accéder à la propriété foncière, et en y injectant énormément d'argent pour qu'on puisse maîtriser l'eau, que les paysans puissent avoir du matériel agricole,
qu'on puisse avoir un début d'industrie de transformation de nos produits agricoles. Je crois que si nous le faisons en 5 ans, le Sénégal pourra être non seulement autosuffisant en produits céréaliers, mais aussi pour atteindre l'abondance et même devenir un pays exportateur de produits agricoles. Je crois que c'est vers ça. Et d'ailleurs, c'est contenu dans le programme Yoonu Yokkute. Oui, mais la réforme d'abord de l'administration passe par le choix des personnes qui dirigent cette administration. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais posent des questions sur le choix de certaines personnes. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui faire un appel à candidature pour mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut? Oui, vous savez que nous on avait proposé même, dans le cadre des réformes du Sénégal, que même pour ce qui est des nominations, des pouvoirs de nomination, que l'Assemblée même soit impliquée. Vous savez qu'aux États-Unis et en France, le président de la République, non, mais il y a les commissions spécialisées organisent des auditions des gens qui sont promus. Je crois que ça, c'est une bonne piste de réflexion. Effectivement, il y a aussi, on peut faire appel à candidature pour donner un message fort qu'en fait, il n'y aura pas de nomination de connivence, il n'y aura pas aussi des limosages de conviction. Je crois que c'est des choses à faire, c'est de l'intérêt du Sénégal. C'est de l'intérêt de la nouvelle. Pourtant, des pays moins lotis que le Sénégal ont réussi cette affaire. Il y a le Rwanda, où le ministre rend compte de la gestion de ce qu'ils ont fait. Mais écoute, est-ce que l'Assemblée nationale de rupture dont vous parlez va aller dans ce sens, où des ministres viendront rendre compte effectivement. Écoutez, vous savez, Alassane, moi, je considère que depuis le 25 mars 2012, le Sénégal veut écrire une nouvelle page de son histoire. Cette nouvelle page, l'écriture est confiée au président de la République. Cette nouvelle page, de mon point de vue, aucun Sénégalais ne sera de trop pour l'aider à l'écrire. C'est une page de réforme de l'administration sénégalaise. C'est une page de réforme de la fonction publique. C'est une page de réforme de l'école publique. C'est une page de réforme de l'hôpital, des services publics d'une manière générale. C'est une page de redressement de ce pays. De mon point de vue, aucun Sénégalais n'est de trop. C'est pourquoi je considère que l'Assemblée nationale a un rôle à jouer dans l'écriture de cette nouvelle page de l'histoire de ce pays-là. Qu'est-ce qu'elle doit faire, l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale fera ce qu'elle a fait, parce que vous savez que nous avons, un certain nombre d'attributions, nous votons les lois, mais nous ne voulons pas seulement nous contenter de voter des lois. Nous voulons même être impliqués dans l'élaboration des lois. Il y a une initiative qui a été prise tout récemment avec le ministère de la Justice dans le cadre du Code de nationalité. On a organisé un atelier regroupant les députés de l'opposition comme du pouvoir, la société civile, pour réfléchir ensemble sur des insuffisances du Code de la famille au Sénégal. Parce que je ne vous apprends rien, qu'au Sénégal, une femme ne peut pas transmettre la nationalité sénégalaise à son fils. Or, un homme peut transmettre la nationalité à son fils. C'est une injustice. De notre point de vue, la femme sénégalaise doit pouvoir quand même transmettre sa nationalité à son fils ou à sa fille. Et je crois que c'est une loi majeure, c'est une réforme majeure. Et quand il y a une réforme majeure, de mon point de vue, il faut y impliquer le maximum de monde possible, les députés, la société civile, parce que vous savez qu'une loi, plus elle est discutée, mieux ça vaut. Et plus elle passe plus facilement. Et d'autant plus que le président de la République s'est engagé à ne pas présenter à l'Assemblée des lois scélérates, du genre loi Ezzan, loi du 23 juin. Ça, on n'en aura pas. Oui, mais le président a pris l'engagement de renoncer à ses 7 ans de mandat, à prendre 5 ans de mandat. Oui. Quand l'Assemblée va les recevoir, c'est le proposition de loi écoutez, vous savez pour justement la voter. C'est une difficulté parce que cette disposition de la Constitution ne peut être révisée que par référendum. Mais de toute façon, le président, lui, a pris l'engagement. À quand référendum? Je ne sais pas, le président a pris l'engagement de ne faire que 5 ans, que je salue. Parce que vous savez, le message qu'il faut tirer de cette décision du président Macky Sall, c'est que nous devons aider les Sénégalais, enfin les gouvernants, à ne pas s'habituer au pouvoir. Vous savez que quand on s'habitue au pouvoir, on devient un accro du pouvoir. Et on est prêt à tout pour conserver le pouvoir. Et le président de la République, en disant, écoute, moi je vais réduire mon mandat de 7 à 5 ans, et que je ne ferai que 2 mandats au maximum, ça veut dire qu'il sait, tel jour, de telle année, il ne sera plus président de la République. Vous savez que si vous sollicitez un deuxième mandat, il faut travailler. Les jeunes vous attendent par rapport à ça. Mais le deuxième mandat se gagne au premier. Les jeunes attendent la lutte contre le chômage, le travail pour les jeunes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites justement pour concrétiser? Je vous ai dit tout à l'heure que le président a prévu 500 000 emplois en 5 ans. Pour cela, il mise évidemment sur la formation professionnelle. Il mise sur la relance de l'agriculture. C'est quand les premiers emplois de Macky Sall? Mais c'est pour bientôt, certainement. Mais c'est pour bientôt. Vous savez que le pays a des atouts. Regardez, si vous allez dans les garages de mécaniciens,
dans les ateliers de menuiserie, ou bien dans les ateliers d'artisanat d'art. Mais il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont formés dans ces lieux-là. De mon point de vue, l'État doit devoir trouver les moyens pour les encadrer. Et à ce titre, il y aura un fonds de garantie pour permettre en tout cas aux jeunes et aux femmes d'accéder au financement. Parce qu'en fait, ce qui manque à ce pays, ce n'est pas le génie. Ce n'est pas l'imagination, c'est le financement qui pose problème. Et je crois qu'avec le fonds JIP, le fonds 6 que nous allons créer, c'est pour permettre en tout cas aux jeunes, aux femmes, en tout cas à tout entrepreneur sénégalais, individuel ou collectif, de pouvoir accéder à des ressources pour pouvoir quand même mener à bien son activité. Et je crois que c'est une excellente chose. Et d'ailleurs, si vous remarquez qu'au Sénégal, il n'y a pratiquement pas de banque de développement, ce qui fait que les populations sont laissées à elles-mêmes en face aux banques. Le discours que vous tenez là, c'est le discours de campagne. Non. Là, vous êtes en réalité au cœur du pouvoir. Je rappelle nos engagements. Quand nous allons... je rappelle nos engagements. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne comprends pas que de moins en moins nous évoquons les engagements du président de la République. Elle sera mise en œuvre quand? Mais bientôt. Mais déjà le président... Bientôt, ça peut être 1 an, 2, 3 ans, mais non, 4 ans. du tout. Écoutez, moi je crois que ce qu'il faut dire aux Sénégalais, c'est qu'ils ont élu Macky Sall pour 60 mois. Il n'en a pris que 6. Et les engagements auxquels il a souscrit, c'est des engagements qui s'étalent sur 60 mois. C'est à la fin de son mandat que les Sénégalais diront qu'ils sont satisfaits ou pas. Et moi je suis convaincu... L'impression qu'ont les Sénégalais, c'est que vous ne leur parlez pas. Absolument, absolument. Non, mais c'est un problème. Vous savez que tout le monde, le président en est conscient, on a un problème de communication. On a beaucoup fait. Et on prévoit de beaucoup faire. Mais malheureusement, les Sénégalais ne sont pas suffisamment informés. C'est un vrai problème. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, au groupe Benno Bokk Yakaar, nous allons nous organiser pour porter, en tout cas au niveau des populations, les réalisations du gouvernement, les initiatives du gouvernement. Et je crois que ça va permettre quand même aux Sénégalais de comprendre. En tout cas, ce que je vous ai dit au début, que dans le programme Yoonu Yokkute, qui est un programme de redressement national, il y a 200 engagements auxquels le président a souscrit. Et le président met particulièrement l'accent sur les femmes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, le président avait, en tout cas, on compte mettre en place ce qu'il appelle la bourse de solidarité familiale pour venir en aide aux familles les plus démunies. Mais c'est une excellente chose. Il y a aussi la couverture de la maladie universelle. Vous savez que dans ce pays, il y a une injustice criarde. Seuls 20% ont une couverture maladie. Ce sont les fonctionnaires du secteur privé ou public. Mais il n'y a que 20% qui ont une protection sociale, qui ont des droits à la retraite. Mais le président veut redresser tout cela. Mais vous croyez que ça peut se faire du jour au lendemain? Comme il a dit tout à l'heure, nous sommes dans une phase de transition entre l'ancien et le nouveau. Maintenant, nous avons effectivement réglé la question de la majorité à l'Assemblée nationale, des lois allant dans le sens et d'ailleurs, bientôt, vous allez voir dans le budget de 2013, toutes les priorités que le président considère comme urgentes, prises en charge effectivement par le budget. Parce qu'en fait, c'est à partir de 2013 qu'effectivement nous pouvons actionner le levier dont nous disposons, c'est-à-dire le levier budgétaire pour mettre en œuvre les politiques auxquelles nous sommes engagés. Parce qu'en fait, le budget de 2012 que nous avons su trouver ses places, c'est le budget d'Abdoulaye Wade. Ça aussi, c'est la communauté. La première loi rectificative que nous avons votée par rapport à ce budget d'Abdoulaye Wade, c'est ce mois-ci. Et c'est pour l'essentiel ratifier des décrets d'avance qu'il avait signés. Merci infiniment Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Merci à tous les téléspectateurs de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Déwéniti à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.